Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 9 juillet 2024, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui et on commence par Van Eck qui dépose officiellement le formulaire S1 auprès de la SEC pour son ETF spot Ethereum. C'est un petit pas en avant vers les ETF spot Ethereum parce que le formulaire S1, on va dire que c'est le formulaire définitif pour pouvoir valider un ETF, ou en tout cas dans le cas de ces ETF, c'est le formulaire définitif on va dire. Après je suis pas hyper calé sur le domaine, mais si je dis pas de bêtises, si ce formulaire S1 est approuvé par la SEC, et ben ensuite Van Eck va pouvoir proposer au grand public son ETF spot Ethereum. Donc c'est qu'une question de temps, ça va finir par arriver, mais au moins c'est en bonne voie. Un truc qui arrive de plus en plus souvent en ce moment, c'est les frais sur Ethereum qui tombent parfois à 1 GWay. C'est le minimum, ou en tout cas je pense que c'est le minimum qu'il puisse y avoir sur Ethereum, c'est très très faible, et malgré tout ça, je l'ai déjà passé il y a pas très longtemps, mais un petit rappel ça fait pas de mal, on pourrait croire que si les frais sont faibles, il y a moins de transactions sur le réseau Ethereum, bah pas tant que ça, hein. Encore une fois, si on regarde sur le dernier mois, on a peut-être eu un jour avec un petit peu moins de transactions, avec un petit creux, mais sinon on est toujours à plus d'1 million de transactions par jour, et si on regarde le graphique sur un an ou depuis toujours, on sent même qu'on est dans une légère petite phase haussière en nombre de transactions, on avait connu moins il y a encore quelques mois, alors que les frais étaient plus élevés. Donc les frais et le nombre de transactions, c'est pas forcément corrélé, ça veut juste dire que les gens maintenant ne sont plus pressés pour passer des transactions, ils sont prêts à attendre, et ça veut dire qu'on n'est pas dans une phase d'euphorie, parce que quand les gens sont pressés pour aller acheter le dernier meme coin, qui vont multiplier leurs frais par 5 pour être sûr que leur transaction passe, au final on peut pas avoir plus de transactions sur Ethereum, ce sera plus ou moins plafonné à une certaine limite. Alors c'est un petit peu aléatoire parce que en fonction de si sur une journée les validateurs ils trouvent un peu plus de blocs qu'un autre jour, on peut techniquement avoir plus de transactions, mais voilà, on a une fourchette de transactions maximales qu'on peut pas dépasser sur une journée, donc ça veut juste dire que les gens sont plus organisés, sont moins pressés en ce moment. Écoutez, c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet de passer des transactions qui sont moins chères. On a eu 50 millions de CRV bloqués sur une semaine, c'est énorme. J'ai vu un truc qui mentionnait que 50 millions de CRV, c'était l'émission de 1/3 de tous les CRV qui seraient émis sur 2024. Donc c'est pas rien. Les CRV, quand ils sont bloqués, on peut pas les retirer, ils sont bloqués, ça permet d'avoir un pouvoir de vote, de pouvoir récupérer des intérêts, etc. Et souvent, en plus de ça, ça va être bloqué sur des protocoles. On voit que la plupart de ces CRV ont été bloqués sur StakeDAO, un petit peu sur Yearn ou sur Convex. Et j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. On a eu le prix du Curve qui avait bien baissé parce que Michael Egorov, le CEO de Curve, s'était fait liquider. Il avait perdu des Curves qu'il a mis en collatéral. Donc je pense que le marché interprète ça comme quelque chose de plutôt positif pour le CRV. On a peut-être un acteur qui avait pas mal de tokens CRV et qui était pas forcément le meilleur holder qui n'est plus là maintenant. Donc potentiellement des whales qui sont positionnés sur CRV, qui en ont acheté plein et qui les ont bloqués pour pouvoir récupérer du rendement, etc., etc. Je sais pas trop, honnêtement, mais en tout cas, 50 millions de CRV bloqués en une semaine, ça arrive pas tout le temps. Là, on voit le récap des dernières semaines. Alors, la semaine d'avant, on était à 13, la semaine d'avant, on était à 8, la semaine d'avant, on était à 21 millions. C'était déjà pas mal, puisque si on remonte encore avant, il y avait 600 000, 236 000. Quand on dépasse les 10 millions de CRV comme ça sur une semaine, c'est quand même assez rare. Donc 50 millions, je suis pas un énorme fan de CRV, mais faut croire qu'il y a des baleines qui ont la foi envers ce protocole. On a le gouvernement allemand qui continue de transférer des bitcoins sur des exchanges et du coup de probablement les vendre, je suppose. Depuis le 19 juin, ils ont transféré un total de 26 071 bitcoins, 1,5 milliard de dollars, et l'adresse du gouvernement compte actuellement 23 788 bitcoins, donc ils en ont déjà liquidé plus de la moitié a priori, et la source bien sûr c'est pas t'inquiète mon ref, c'est Arkham Intelligence. Donc c'est une plateforme qui est vraiment dédiée à ça, à essayer de traquer des adresses sur la blockchain, et souvent on a des adresses gouvernementales qui sont traquées. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question, maintenant vous savez comment ce genre de données est rendu public entre guillemets, puisque comme la blockchain elle est pas privée, elle est pseudonyme, et ben on peut retracer certaines entités par rapport
à leurs activités. On n'a pas eu de hack depuis quelques temps, il n'y a pas eu de levée de fonds très intéressante non plus, donc on va passer toute cette partie-là, mais si on regarde quand même vite fait du côté de DeFi Lama, si on regarde sur le dernier mois, il y a eu assez peu de hacks, et parmi ça, le gros de la valeur qui a été hackée dans les 30 derniers jours, c'est sur un exchange. Donc je sais que je le répète assez souvent, mais ça montre quand même que la DeFi devient de plus en plus mature, et ça, c'est cool. On enchaîne avec un petit rapport de Blue Chip. Blue Chip, c'est une agence qui font souvent des rapports autour des stablecoins, ils ont aussi un système de notation par rapport aux stablecoins, et j'ai pas l'habitude de lire leur petit récapitulatif, mais celui-là, il est particulièrement intéressant, il y a pas mal de news assez sympathiques. Alors il y en a certaines qu'on a déjà passées dans les précédents DeFi Actu, mais au pire, hein, si vous avez raté les dernières vidéos, comme ça peut permettre de vous faire rattraper quelques news ou de vous faire un petit rappel. Donc on a Liquidity Protocol qui a annoncé la V2 de son protocole et qui sera publié sous licence business. Je sais pas exactement comment ça se traduit en français. Il y a Uniswap qui avait fait la même chose avec Uniswap V3, parce que c'est sympa de développer un protocole, mais si une semaine après il y a déjà 15 projets qui recopient ton protocole, ça fait un peu chier. Donc à mon avis ce sera sûrement comme Uniswap V3 et ce sera limité sur un an et ensuite ce sera open source, ce sera libre. Mais en tout cas pour l'instant, si on veut pouvoir faire un fork de Liquidity, il faut acquérir une licence. A priori il y aura quelques forks friendly qui pourront être faits, certains protocoles qui auront le droit, de ce que j'ai compris. Pour l'instant c'est tout ce que j'ai à dire sur Liquidity V2. On a Justin Sun qui a annoncé que la team Tron était en train de travailler sur le fait de pouvoir transférer des stablecoins sans frais de transaction. Ça m'étonne pas du tout parce que le business de Tron, ça aussi je l'ai déjà répété il y a pas très longtemps, mais c'est d'échanger des stablecoins. Quasiment toute l'activité qu'il y a sur Tron, c'est des échanges d'USDT. Alors du coup, j'ai peur que ça fasse baisser un petit peu leurs frais, qui génèrent un peu moins d'argent grâce à ça. Bon, après, ils sont grands, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais du coup, c'est ce vers quoi ils veulent aller, permettre de faire des transferts de stablecoins sans frais. Il me semble qu'il y a un autre projet qui voulait faire ça, je sais pas si c'était peut-être Ton, la blockchain Ton, mais j'ai un doute. Donc on va juste dire que pour l'instant c'est Tron et il y a potentiellement d'autres projets. On a Aave aussi qui a lancé le Go, donc leur stablecoin sur Arbitrum. On peut le bridger via le CCIP de Chainlink. Alors c'est un très bon bridge, il y a très peu de frais, voire pas du tout. Non, très peu de frais, je crois qu'il y en a quand même un petit peu. Par contre, il est relativement long, ça peut prendre 15-20 minutes. Donc soyez pas trop pressés non plus si vous avez besoin de bridger des Go vers Arbitrum ou vers Ethereum. Pour l'instant on peut faire le chemin qu'entre ces deux blockchains, mais je doute pas qu'ils vont probablement lancer leur stablecoin sur plus d'écosystèmes à l'avenir. En tout cas ça m'étonne pas qu'ils commencent par Arbitrum. Arbitrum, ça s'est un peu imposé comme le hub des Layer 2 d'Ethereum. On a Optimism qui est plutôt gros aussi, mais Arbitrum, c'est vraiment, on a Ethereum et on a le Layer 2 Arbitrum et les autres Layer 2, j'ai l'impression. Quand un projet qui est sur Ethereum veut se lancer sur un Layer 2, en général, il choisit Arbitrum. Je sais pas trop comment ils ont réussi à faire ça, mais ils sont plutôt forts, Arbitrum, et il y a pas mal de projets qui se lancent sur leur écosystème. Il y a aussi pas mal de liquidités. Pas mal de tout en fait, il y a pas mal de choses à faire sur Arbitrum, donc forcément ça donne envie de rajouter sa pierre plutôt sur Arbitrum que sur une autre blockchain. On a Camino Finance qui rajoute le PYUSD, donc le stablecoin de PayPal. A priori, il y a des incentives, j'ai pas été vérifié, mais je leur fais confiance. Et on a aussi des pools de liquidité de stablecoin sur Orca. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur le stablecoin de PayPal. On a une proposition aussi du côté de la gouvernance de Frax par rapport à comment sont réinvestis les frais générés par le protocole. Ça m'intéresse pas trop pour être honnête. On a CB Ventures, donc Coinbase Ventures, qui a investi $1 million sur le Flatcoin. C'est pas un stablecoin, c'est un Flatcoin, donc c'est censé rester plat, comme le dit son nom. Mais j'ai pas bien compris. Pour l'instant, de ce que j'ai été voir, il est pas à $1 tout pile, mais c'est censé quand même rester autour $1. En tout cas, le projet s'appelle Spot et c'est développé par Ampleforth. C'est un projet qui est là depuis un moment, hein. Il me semble qu'ils sont pas nouveaux sur le game des stablecoins. Ça fonctionne de manière algorithmique, tout ça. Je suis pas fan du tout, honnêtement. Mais je demande quand même à voir, hein. Peut-être qu'il y a un monde où ça peut exister les stablecoins purement algorithmiques, mais j'ai quand même un petit peu de mal avec ça. On a la Russie, enfin la banque centrale de la Russie, qui discuterait à propos de permettre des paiements cross-border, comme on dit déjà, cross-frontière d'un pays à un autre en stablecoin.
pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a pour ce récap de la semaine de Blue Chip. Je trouve que ces récaps sont plutôt pas mal. Alors il faut quand même être intéressé un petit peu par les stablecoins, mais en ce moment on a pas mal de projets qui lancent leurs stablecoins, il y a pas mal de choses qui se passent sur cet écosystème, donc je pense que c'est pas le dernier rapport de Blue Chip qu'on va lire. À mon avis, je ferai de temps en temps un point sur leur rapport. Peut-être pas toutes les semaines, ça dépend s'il y a des choses très intéressantes ou pas, mais je trouvais que cette semaine elle était particulièrement intéressante. On enchaîne avec les news autour des airdrops, il y en a pas mal, et on commence par D-Bank qui lance son système à points. Si j'ai le temps, je ferai peut-être une petite vidéo sur D-Bank dans la soirée, donc je sais pas si j'en parle un peu plus pour l'instant. J'ai pas encore été réclamé mon XP, je voulais garder ça justement pour la petite vidéo que je ferai à part sur D-Bank XP. J'ai l'impression qu'ils essayent de concurrencer un petit peu Galaxy, un petit peu Layer 3, tous ces protocoles, parce que on va avoir des quêtes à faire pour gagner de l'XP. Un petit peu curieux et j'aime pas du tout la manière dont c'est fait, mais si j'ai le temps, on ira voir ça dans une vidéo un petit peu plus dédiée. Sinon, en attendant, vous pouvez quand même aller voir à quoi ça ressemble. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller réclamer votre XP. Je sais pas si je mettrai le lien affilié. On verra ce que j'ai décidé après le montage, ce que je mettrai dans la description. On a Fuel aussi. Je crois qu'ils sont encore sur testnet, eux, je m'en souviens plus du tout. Non, ils sont peut-être lancés. Je suis pas du tout le projet, là au moins vous êtes fixés, et du coup ils ont lancé leur système à points. Voilà, si jamais il y a des gens qui farment du côté de Fuel, j'irai voir si c'est sur testnet ou pas, s'il y a des choses intéressantes à faire. Il me semble que c'est pas encore lancé. Ah, je m'en souviens plus du tout du côté de Fuel. Je sais qu'il y a Venom qui s'est lancé il y a pas très longtemps, il n'y a pas grand chose à faire sur Venom. Fuel, j'avoue que je m'en rappelle pas du tout. Pour Etherfi saison 2, j'ai fait un petit récap en vidéo, donc je vais pas trop faire doublon aujourd'hui. Je vous mettrai le lien pour aller réclamer votre airdrop, et si jamais vous voulez un peu plus d'infos, vous avez la vidéo sur le sujet. Il y a un détail que j'ai oublié, et heureusement vous êtes là, on me l'a pas mal rappelé dans les commentaires. Merci d'ailleurs, hein, quand j'oublie un truc ou quand je me trompe sur un truc, j'aime bien être corrigé. Il y a pas longtemps, Etherfi nous ont donné la possibilité de choisir si on préférait récupérer son airdrop sur Arbitrum ou sur Ethereum. Il me semble pas que j'ai été le faire, il me semble pas avoir choisi. Donc on verra au moment du claim, il me semble que c'est demain, il me semble que c'est le 10 juillet, on verra si à ce moment-là on peut le réclamer sur Arbitrum même si on n'a pas fait le choix. Je vous en dirai plus parce que de mon côté j'ai été éligible à quelques dizaines de tokens. Un truc très curieux du côté de Hansen, c'est un protocole que j'aime bien qui est autour des stablecoins et que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et ben ils ont fait une snapshot pour ceux qui ont déposé des liquidités avant les 30 millions de dollars de TVL. Pourquoi cette valeur-là en particulier, j'en ai aucune idée. Et en gros, cette snapshot, elle va permettre à ceux qui avaient déposé avant, du coup, la snapshot, de continuer de gagner des points. Ceux qui déposent aujourd'hui, a priori, ils gagnent pas de points pour l'instant. Un peu curieux, je vois pas l'intérêt. Mais bon, pourquoi pas, au moins pour les OGs, ça donne un petit bonus. Franchement, je sais pas vers quoi ils veulent aller avec ça, je trouve ça un peu dommage parce que le protocole commençait à grandir, peut-être que ça stagnait un petit peu trop pour eux et qu'ils se sont dit qu'ils allaient faire ça. Aucune idée, mais bon, ok, c'est comme ça. Hansen Finance, du coup, si vous êtes un nouvel utilisateur, pour l'instant vous gagnez pas de points, on dirait. Bon, assez curieux. En parlant de points, là cette fois-ci, même si on est un nouvel utilisateur, on peut en gagner. DragonSwap, le DEX sur la blockchain Sei, a lancé son système à points. Alors il parle aussi d'un claim d'un airdrop sur Seijin, j'ai été voir et c'est 5000 USDT airdroppés, je sais pas trop ce qu'il faut avoir fait pour aller réclamer une part de ces USDT, parce que je vous rassure, hein, c'est pas 5000 USDT par personne, faut pas déconner non plus, c'est au total. Et dans la foulée aussi, DragonSwap a audité leur nouveau smart contract. On a Celo, la blockchain Celo qui lance un Layer 2, alors de ce que j'ai compris, c'est un Layer 2 de Celo et pas un Layer 2 d'Ethereum, parce que pendant un moment, Celo, ils avaient fait une proposition pour devenir un Layer 2 d'Ethereum. J'ai l'impression que ça s'est pas fait, qu'ils ont toujours leur blockchain à part, mais qui sont EVM compatibles, donc qu'ils utilisent le même langage qu'Ethereum. Et là, a priori, ils auraient lancé un Layer 2 de Celo. C'est un petit peu comme la Binance Smart Chain et OPBNB. OPBNB, c'est pas un Layer 2 d'Ethereum, c'est un Layer 2 de la Binance Smart Chain. Il me semble qu'il y a des Layer 2 aussi sur Solana. Je crois que Néon, en bon français, c'est un Layer 2 de Solana. À confirmer, parce que je suis pas hyper calé sur cet écosystème. En tout cas, voilà, Celo qui lance un Layer 2, Layer 2, je sais pas trop à quoi m'attendre. Le testnet, il est lancé, peut-être qu'il y a des petites quêtes à faire de ce côté-là. Comme d'habitude, moi je suis pas très testnet, mais si ça peut vous intéresser, j'ai vu cette news passer.
donc je vous laisse aller creuser par vous-même. On a Typeus qui lance sa V2 autour de leur NFT, et Typeus, je l'ai passé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne principale, dans ma toute dernière vidéo, autour des collections de NFT sur lesquelles on peut spéculer pour avoir des airdrops, et Typeus, ils ont l'air de miser à fond sur leur collection de NFT, je trouve, parce qu'on a tout un système d'XP et tout, et en fonction de l'activité qu'on a sur le protocole, si on va faire des paris sur les options, si on dépose des liquidités, on peut engranger de l'XP pour faire monter en niveau nos NFT, vraiment ce système de niveau et tout, ça me fait dire que ça risque de jouer pas mal sur l'airdrop, que si on a un NFT, de ce que j'ai vu, ça va du niveau 1 à 7, donc plus il est rare, peut-être plus on aura de tokens, ça risque de booster les points pour l'airdrop. On n'a pas besoin de s'exposer aux NFT, je le précise quand même, hein. On peut juste déposer des liquidités, trader les options sur Typeus. C'est quelque chose que je maîtrise pas du tout les options, donc moi je me suis juste contenté d'apporter des liquidités sur le protocole, et pour l'instant ça a plutôt bien marché. Bon, de toute façon je l'avais passé en revue aussi dans le dernier DeFi Actu. Enfin voilà, ils ont mis un petit peu leur protocole à jour, ils ont refait toute leur interface autour du NFT, on peut aller en staker plusieurs maintenant, avant on pouvait en staker qu'un. Je sais pas trop ce que ça apporte de staker les NFT, peut-être que ça peut permettre de rapporter plus de points. En tout cas voilà, Typeus qui sont toujours à fond sur leur NFT. Par contre ils ont pas levé de fonds ou quoi que ce soit, ou en tout cas j'ai pas vu de news autour de ça. Après ils le feront peut-être juste avant de lancer leur token, donc peut-être qu'au moment où on verra cette news ce sera trop tard, j'en sais rien. Pour l'instant il n'y a rien de fait, j'ai pas entendu de rumeurs, hein, c'est juste de la spéculation de ma part. Sur la blockchain Avalanche, on a des incentives en AVAX sur plusieurs protocoles, donc des incentives, hein, des intérêts bonus à venir chercher. J'ai vu Trader Joe qui en avait partagé, Benchy, j'ai pas été voir ce que ça donnait du côté de Trader Joe, par contre du côté de Benchy, donc c'est le AAV du coin, on a des incentives quand on vient déposer des stablecoins, du bitcoin, ou quand on vient emprunter du AVAX, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de stratégie de fou furieux à faire sur Benchy, peut-être qu'il y a des trucs sympas à faire sur Trader Joe. En tout cas, si vous aviez déjà des liquidités sur ces protocoles, ça vous permet quand même d'accumuler un petit peu plus de tokens. Pour terminer ce DeFi Actu, j'ai pas trouvé de mème super marrant, donc je vous fais une petite pub pour le thread que j'ai fait autour du delta neutre. J'avais déjà fait des vidéos dessus, mais pour ceux qui aiment bien le format lecture, j'ai fait un thread que vous pouvez mettre de côté dans vos signés. Alors, si vous le mettez de côté, pensez à aller le relire un jour, évidemment, et je vous explique comment ça marche, comment on le met en place. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai aller voir dans la description si ça vous intéresse. Et c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime en dessous avant de partir. Et on se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!